Asseyez-vous, je vous prie, sur cette vieille chaise en bois qui grince, juste à côté de moi. Le vent de novembre souffle froidement à l'intérieur, et des feuilles dorées bruissent en tombant au sol. J'ai préparé 2 tasses de thé à la cannelle et je les pose doucement sur la table. Là-haut, dans le ciel, la lune est suspendue comme une pièce d'argent fraîchement frappée. Je vais vous raconter une histoire unique, qui se poursuit indéfiniment, infiniment longue. Elle commence la nuit où les humains levèrent pour la première fois les yeux vers le ciel nocturne, et s'étend jusqu'au jour où nos descendants hisseront des drapeaux au pôle sud de la Lune, planteront des pommes de terre et fredonneront des berceuses dans les cratères de glace éternelle. Le titre de cette histoire est « Des étoiles à la Lune et bien au-delà ». Cette histoire n'est pas une simple narration, elle documente la curiosité insatiable de l'humanité pour l'univers et l'esprit audacieux des explorateurs, accumulés au fil de milliers d'années de civilisation, poussant génération après génération à poursuivre des rêves inconnus. Il y a 4000 ans, dans le désert de Mésopotamie, un jeune berger était allongé sur l'herbe desséchée, les mains croisées sous la tête. Le ciel était noir comme de l'encre de sèche, sans le scintillement des lumières au néon ni le voile de la fumée. Des millions d'étoiles scintillaient comme des diamants éparpillés sur du velours noir. Le vent nocturne caressait doucement les cheveux du garçon. Il pointa du doigt le ciel et dit, « Regarde là-bas, le lion poursuit Orion. » Dans le sable du désert retentit le rire de l'enfant. Le garçon ne se doutait pas que son regard ouvrait la première page du grand livre de la conquête de l'univers par l'humanité. Ce moment marqua le début historique de l'observation systématique du ciel par l'homme et devint un événement fondamental en astronomie. À cette époque, il n'existait pas d'instruments avancés, mais par la simple observation à l'œil nu, les humains reconnurent déjà les formes et les mouvements des constellations, jetant les bases des cartes stellaires et des légendes mythologiques ultérieures. Chaque nuit, les bergers babyloniens dressaient au milieu du sable de hautes perches en bois. Sur des tablettes d'argile humide, ils gravaient chaque fois que la pleine lune se levait ou que le soleil montait au même point, et notaient tout avec soin. Le grattement des roseaux ressemblait au gazouillis des oiseaux, la fumée du feu de camp se mêlait à l'odeur de l'herbe sèche. Les tablettes d'argile étaient cuites au four et devenaient des briques solides de connaissances. Grâce à ces enregistrements, les humains savaient quand semer, quand récolter et quand célébrer les fêtes. Des vieillards à la barbe blanche, assis autour du feu, racontaient des histoires. Autrefois, le dieu Marduk tirait les étoiles avec une corde d'or. Les enfants écarquillaient les yeux, leur cœur battait plus vite. L'humanité apprit à aimer le ciel de tout son cœur. Ces observations favorisèrent le développement de la société agraire et établirent les concepts de saison et de temps. L'astronomie babylonienne exerça une influence énorme sur les civilisations ultérieures et forma la base des calendriers et de la navigation. Ainsi inventèrent-ils le système sexagésimal, qui influence encore aujourd'hui la division du temps, comme 60 minutes dans une heure ou 360 degrés dans un cercle. Les recherches les plus récentes de l'année 2025 confirment que les tablettes d'argile babyloniennes en écriture cunéiforme contenaient non seulement des données astronomiques, mais aussi des prédictions mathématiques des mouvements planétaires, plus précises qu'on ne le pensait auparavant. Ces connaissances sont actuellement analysées dans des reconstitutions numériques à l'Institut Max Planck d'astronomie, afin de comparer les anciennes méthodes de calcul avec l'intelligence artificielle moderne. Au même moment, sur les rives du Nil, des prêtres portant des masques de chacal se tenaient sur les pyramides en construction. Ils laissaient descendre des cordes avec des pierres pour mesurer l'angle de Sirius par rapport à l'horizon. Dès que l'étoile la plus brillante apparaissait, ils criaient « Le Nil va déborder ». Le cri résonnait dans le vent entre les pierres. L'odeur puissante des torchers de résine se répandait. L'humanité apprit à faire confiance au ciel de sa propre vie. L'apparition de Sirius était le signal des crues du Nil et, pour les anciens Égyptiens, décisif pour la survie. La construction des pyramides reflétait des alignements astronomiques, basés sur l'étoile polaire, et montrait la fusion de l'architecture et de la religion. Les pyramides n'étaient pas seulement des tombeaux, mais d'immenses instruments astronomiques qui aidaient les prêtres à prédire les crues et les périodes de culture, assurant ainsi la prospérité de la civilisation égyptienne. Les fouilles actuelles de l'année 2025 près de la pyramide de Khéops ont révélé de nouvelles chambres gravées de cartes stellaires, et des scans par tomographie muon indiquent des cavités cachées qui servaient peut-être de calendrier, soulignant davantage la précision de l'astronomie égyptienne. Le temps s'écoula sans bruit. Sur la plage de l'Égée, dans la Grèce antique, le vieux Aristote marchait pieds nus dans le sable chaud. Il contemplait le soleil couchant d'un rouge profond,
écoutait le bruit des vagues et murmurait à ses élèves, « Peut-être que le soleil est au centre et que la Terre n'est qu'un petit caillou qui tourne autour de lui. » Les élèves se tenaient le ventre de rire, leur hilarité se mêlant aux cris des mouettes. Cette idée était une forme précoce de la théorie héliocentrique, qui inspira plus tard Copernic. Aristote tenta d'estimer les distances aux étoiles, mais la technologie de l'époque ne permettait pas de confirmation précise. Néanmoins, sa pensée défia le modèle géocentrique traditionnel et sema les graines de la révolution scientifique. Des analyses historiques complémentaires de 2025, basées sur des fragments nouvellement traduits, montrent qu'Aristote spéculait également sur les comètes comme phénomènes atmosphériques, élargissant ainsi ses observations. 200 ans plus tard, Ptolémée dessinait dans la bibliothèque d'Alexandrie, à la lumière vacillante des chandelles, des cercles parfaits sur du papyrus. La plume de roseau grattait rudement. La terre est immobile, tout tourne autour d'elle. Cette phrase résonna comme une cloche de cuivre dans le brouillard pendant 15 siècles. Le modèle géocentrique, qui rejetait le mouvement de la Terre, devint la doctrine de l'Église médiévale et freina le progrès scientifique. Le modèle de Ptolémée était certes compliqué, mais expliquait des phénomènes comme le mouvement rétrograde des planètes et fut largement accepté jusqu'à son remplacement par des théories plus précises. Des simulations modernes de l'année 2025 reproduisent son almageste avec des ordinateurs et confirment sa précision pour l'époque, tout en révélant des faiblesses dans la prédiction des orbites à long terme. Par un après-midi pluvieux et brumeux à Frauenburg, sur la mer Baltique, Nicolas Copernic se tenait à la fenêtre et tenait d'une main tremblante un manuscrit de 400 pages. Les gouttes de pluie tambourinaient sur les toits de tuiles rouges. Il murmura, « Peur, mais la vérité ne doit pas rester cachée. » Il écrivit, « Le soleil est immobile, la Terre tourne. » Le livre fut imprimé le jour de sa mort. Des messagers chevauchaient à travers les forêts de pins, les sabots claquaient. Le livre ouvrit la porte que l'humanité attendait depuis 1500 ans. Le renversement par Copernic du modèle géocentrique fut le prélude à la révolution scientifique et permit les recherches de Kepler et de Galilée. Son œuvre de Revolutionibus Orbium Celestium calcula en détail les orbites planétaires et posa les fondements mathématiques de l'astronomie moderne. Les éditions numériques les plus récentes de 2025 intègrent des notes manuscrites qui suggèrent des orbites elliptiques, bien avant Kepler. Un demi-siècle plus tard, Galilée Galilée polissait nuit après nuit des lentilles dans un grenier à Venise. La roue de polissage grinçait. Ses mains étaient couvertes d'entailles, ses yeux brûlaient de passion. Il inséra les lentilles dans un tube de cuivre et le monta sur le balcon. Cette nuit-là, l'humanité vit pour la première fois les 4 petites lunes qui dansaient autour de Jupiter. Il cria fort, sa voix résonna dans les ruelles, les chats s'enfuirent effrayés. D'une plume tremblante, il dessina et écrivit des lettres, « J'ai vu que le ciel n'est pas parfait, plein de montagnes et de cratères. » L'Église fut furieuse. En l'an 1633, il s'agenouilla sur le sol de pierre froide de l'église Santa Maria et lut d'une voix tremblante la rétractation. Mais en se relevant, il murmura, « Et pourtant, elle tourne. » Cette phrase brilla comme une braise rouge dans l'obscurité. Les observations télescopiques de Galilée découvrirent non seulement des satellites, mais soutinrent par les phases de Vénus et les taches solaires le modèle héliocentrique. Ces découvertes défièrent directement l'autorité de l'Église, menèrent à son assignation à résidence, mais favorisèrent l'essor de la science expérimentale. Les restaurations actuelles de ces télescopes originaux en 2025 à Florence révèlent des qualités de lentilles améliorées, rendant ces observations plus précises qu'on ne le pensait. Au même siècle, le jeune Isaac Newton était assis sous un pommier à Woolsthorpe, en Angleterre. Une pomme tomba avec un ploc sur sa tête. Ce son changea l'univers. Il courut dans la chambre, ferma la porte à clé et écrivit fiévreusement des milliers de pages. Il polit de petits miroirs paraboliques et y inséra des lentilles. En l'an 1668 naquit le premier télescope à miroir du monde. En regardant dedans, les anneaux de Saturne brillaient comme une bague d'émeraude. Il murmura, « La lumière aussi obéit aux mathématiques. » La loi de la gravitation de Newton expliqua les mouvements planétaires et devint la base de la mécanique classique. Ses recherches en optique révélèrent la décomposition des couleurs. Son livre Principia Mathematica intégra les lois de Kepler et les expériences de Galilée, unifiant les lois des mouvements célestes et terrestres. Des expériences complémentaires en 2025 avec des répliques de son télescope confirment ses observations d'étoiles doubles.
Au XIXe siècle, les lentilles devinrent gigantesques. William Herschel érigea dans la prairie anglaise un télescope long de 12 mètres. Chaque nuit, lui et sa sœur Caroline poussaient le tube de plusieurs tonnes, les roues grinçaient. Ils comptaient les étoiles et dessinaient des cartes de la Voie lactée. Caroline écrivit d'une main tremblante, « Aujourd'hui, 28 nouveaux nébuleuses découvertes. » L'encre était encore humide qu'elle trouva une galaxie spirale parfaite et poussa un cri de joie. Le cri de joie souffla sur la prairie et réveilla les moutons. Le couple Herschel découvrit Uranus, étudia les étoiles doubles et approfondit la compréhension de la structure de la Voie lactée. Caroline elle-même découvrit 8 comètes et devint la première astronome professionnelle. Son travail élargit les frontières du système solaire. Les analyses les plus récentes de ces carnets en 2025 avec intelligence artificielle révèlent d'autres nébuleuses non publiées, enrichissant la classification des galaxies. En l'an 1924, au sommet du mont Wilson en Californie, Edwin Hubble pressa son œil contre un télescope de 100 pouces dans le vent nocturne glacé. L'obturateur cliqua. Sur la pellicule, des points lumineux s'éloignaient progressivement. Il écrivit précipitamment, « L'univers s'étend ». En 1929, il annonça, « L'univers a commencé il y a 13,8 milliards d'années par une explosion à partir d'un point ». La salle retentit d'applaudissements, mais il regarda silencieusement le ciel, les larmes aux yeux. La loi de Hubble fournit la preuve de la théorie du Big Bang et devint la norme pour mesurer la vitesse d'expansion de l'univers. Sa découverte prouva que la Voie lactée n'était pas unique et ouvrit l'ère de la cosmologie moderne. Les données actuelles de 2025 du télescope successeur affinent le taux d'expansion à 61 km par seconde par mégaparsec. Le 4 octobre 1957, sur la steppe gelée du Kazakhstan, l'ingénieur Sergueï Korolev tremblait dans son manteau de coton. À 22h28 34 secondes, la fusée R7 cracha des flammes, le tonnerre fut assourdissant. Spoutnik 1 émit un bip, orbita autour de la Terre et envoya des ondes radio. Un garçon de 10 ans à New York colla la radio contre son oreille, son cœur s'emballa. Ce garçon était le futur Neil Armstrong. Spoutnik inaugura l'ère des satellites artificiels et alluma l'étincelle de la course à l'espace. Il portait des instruments simples et mesura le champ magnétique terrestre ainsi que les rayonnements cosmiques. Les déclassifications les plus récentes de 2025 révèlent des capteurs militaires supplémentaires à bord. Le 12 avril 1961, Yuri Gagarin était assis dans la cabine étroite de Vostok 1. Le compte à rebours retentit. 10, 9, 8. Des flammes jaillirent, le véhicule trembla. Gagarin cria, « Allons-y !» Après 108 minutes, il atterrit dans un champ de blé près de Saratov et serra fort une paysanne dans ses bras. « Es-tu tombé du ciel ? » « Je viens de l'espace. » Des larmes coulèrent sur ses joues. Le vol de Gagarine fut le premier pas de l'humanité dans l'espace et démontra la supériorité technique de l'Union soviétique pendant la guerre froide. Son vol dura 89 minutes, fit le tour de la Terre une fois et prouva que les humains peuvent survivre dans l'espace. En 2025, la Russie a célébré l'anniversaire avec de nouveaux documentaires sur sa préparation. Le 20 juillet 1969, le monde retint son souffle. Apollo 11 atterrit dans la mer de la Tranquillité. Neil Armstrong fit un pas dehors. La poussière lunaire tourbillonna comme des diamants. C'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Les mots franchirent 38 000 km et atteignirent 1 milliard de téléviseurs. À Saïgon, un homme de 80 ans boitilla avec une canne dans la cour, leva les yeux vers la Lune et murmura « Les humains se tiennent vraiment là-bas ». Le programme Apollo réussit 6 atterrissages lunaires habités, collecta d'abondantes données scientifiques, y compris des échantillons de roches lunaires qui approfondirent la compréhension de la formation de la Lune et de l'histoire du système solaire. Les tests de laboratoire les plus récents de 2025 sur les échantillons Apollo révèlent des traces de glace d'eau à des profondeurs inattendues. En 1975, 2 sondes Viking atterrirent sur Mars. Les caméras envoyèrent des images de vallées profondes et de traces d'anciens fleuves. Les scientifiques s'embrassèrent en pleurant. De l'eau. Il y avait de l'eau autrefois. Le cri couvrit le bourdonnement des imprimantes. Viking mena des expériences à la recherche de traces de vie, bien qu'aucune preuve claire, et révolutionna la géologie martienne. Elles photographièrent aussi les calottes polaires de Mars et révélèrent l'histoire des changements climatiques.
Les rovers actuels comme Perseverance en 2025 s'appuient dessus et collectent des échantillons pour un retour. En 1990, le télescope spatial Hubble entra en orbite. Il captura pour la première fois des galaxies à 13 milliards d'années-lumière. L'exposition de 11 jours du champ profond montra 10 000 galaxies. Quand l'image apparut, l'espace devint silencieux, les scientifiques murmurèrent « Nous ne sommes que poussière ». Hubble contribua à l'étude des trous noirs et de l'énergie sombre et transforma la cosmologie. Après la réparation de la défaut initiale du miroir, il fournit d'innombrables images haute résolution, comme les piliers de la création dans la nébuleuse de l'Aigle. En 2025, sa mission s'est officiellement terminée, mais les données archivées continuent d'être analysées. En 2006, New Horizons fut lancé à 58 000 km/h. Dans l'obscurité à moins 230 degrés, il dormit 9 ans, se réveilla le 14 juillet 2015 à 12 500 km de Pluton. Première image, un cœur de glace rose. L'équipe s'embrassa en pleurant. Une ingénieure murmura « Bonjour Pluton, de la Terre ». L'exploration de Pluton éclaira les objets de la ceinture de Kuiper et mena à la redéfinition des planètes. Elle découvrit des glaciers d'azote et des océans souterrains possibles. Les modèles les plus récents de 2025 suggèrent une activité cryovolcanique. En 2019, Shea Rocotte, à 6,5 milliards de kilomètres du Soleil. 2 boules de neige fusionnées en bonhomme de neige. Les scientifiques l'appelèrent fossile du système solaire. Dans la salle de contrôle du Maryland, à 4 heures du matin, retentirent des applaudissements. Rocotte est un vestige de la formation planétaire précoce et fournit des indices sur les débuts du système solaire. D'autres survols sont prévus. Aujourd'hui, en 2025, le télescope spatial James Webb flotte calmement au point de Lagrange L2, à 1 500 000 km de la Terre. Image d'hier, exoplanète avec des atmosphères où tombe de la pluie de verre, et des vitesses de vent de 9000 km/h. Les enfants zooment sur leur smartphone et crient « Je veux devenir astronaute ». Le télescope Webb observe les galaxies du jeune univers et la formation des planètes, et poursuit de nouvelles découvertes. Ses capacités infrarouges percent la poussière et montrent l'enfance de l'univers. En novembre 2025, il a publié des spectres de mondes potentiellement habitables avec des biosignatures comme le diméthylsulfure. Mais l'histoire n'est pas terminée. Laissez-moi vous emmener au Centre spatial Kennedy, dans le bâtiment d'assemblage vertical 3. Au-dessus, des grues grincent et soulèvent la capsule Orion. Le 20 octobre 2025, la capsule clique au sommet de la fusée SLS haute de 98 mètres. Après le clang métallique froid, un tonnerre d'applaudissements, de sifflets et de larmes emplit la salle. Une ingénieure aux cheveux blancs de l'ère Apollo a des larmes sur les joues. 4 membres d'équipage décollent le 14 février 2026, pour la Saint-Valentin. Reed Wiseman de Baltimore, blond, rit d'une voix rauque au tabac à chiquer. Victor Glover, père de 4 filles, chante du gospel chaque matin. Christina Koch, détentrice du record de 328 jours dans l'espace, emporte un carnet de croquis au fusain. Jeremy Hansen, canadien, raconte d'une voix chaude comme du sirop d'érable des lacs gelés. Il s'enveloppe de fumée de flammes et secoue les zones humides de Floride. Le SLS tonne comme un orage. 8 minutes plus tard, orbite. Le moteur de l'étage supérieur s'allume 2 fois et atteint 40 000 km/h. 10 jours plus tard, rentrée dans l'atmosphère, enveloppée de plasma rouge, elle amérit sur le pont du porte-avions à San Diego dans le Pacifique. L'équipage allume des feux d'artifice. C'est un vol d'essai important du programme Artemis, qui relance l'exploration lunaire habitée. Il valide la fiabilité du nouveau vaisseau spatial et de la fusée, et pave la voie à de futures missions. En novembre 2025, les tests d'intégration finale confirment des retards dus à des améliorations du bouclier thermique. Mais ce n'est que la répétition générale. Le spectacle principal est Artemis 3, au milieu de l'année 2027. Scène, crête de connexion de Shackleton, pôle sud lunaire, montagne de 5000 mètres de haut. Au pied, 200 jours de soleil ininterrompu, cratère profond de 100 mètres de glace permanente. Scénario comme un film. De Boca Chica décolle 14 ravitailleurs Starship l'un après l'autre. Des explosions font sauter les dauphins dans le golfe du Mexique. Injection orbitale de 1200 tonnes de méthane liquide dans une station-service spatiale.
Le atterrisseur lunaire Starship HLS de 50 mètres, ravitaillé, entrant à NRHO, une orbite à l'eau presque rectangulaire. Orion s'amarre avec 4 personnes à HLS. 2. Christina et peut-être vous, passe. Combinaison spatiale Xemu blanc-orange avec 8 heures d'oxygène. Ascenseur en fibre de carbone descend. Première empreinte de pas, sol lunaire noir tourbillonne comme de la poussière de diamant. 7 jours d'exploration. Premier jour, hisser le drapeau américain, collecter 10 kg de glace. Un jour, purifier 3 litres d'eau. Troisième jour, le rover Vipé parcourt 15 km, fort 1 mètre de profondeur. Découvre une couche d'eau liquide. Cinquième jour, dans un cratère ombragé permanent, installer un radiotélescope de 100 mètres. Écoute l'écho du Big Bang d'il y a 13,8 milliards d'années. Septième jour, s'embrasser et pleurer, graver sur une plaque de titane les noms de 8 milliards d'humains et laissés. International et coloré, bras robotique canadien de 18 mètres, module européen avec odeur de pain frais cuit, rover japonais grimpe les pentes et chante en avant vers les montagnes. C'est le symbole de la coopération multinationale, NASA, ESA, JAXA, Agence spatiale canadienne et d'autres travaillent ensemble. L'atterrisseur porte des instruments scientifiques, analyse les composants du sol lunaire, cherche l'hélium 3 et d'autres ressources, et prépare l'exploitation future. Les planifications les plus récentes de 2025 intègrent des contributions indiennes et chinoises pour des scans de ressources. Calendrier futur, 2028, Artemis 4 achève la station Gateway, installe à 80 km/h sur la surface lunaire. 2030, Blue Origin Blue Moon atterrit avec une serre à pommes de terre. À partir de 2031, vols annuels, village au pôle sud avec 12 résidents permanents. C'est le plan pour construire des bases lunaires durables, basées sur l'utilisation des ressources et des expériences scientifiques. La base produira de l'oxygène, de l'eau et du carburant, atteindra l'autosuffisance et lancera l'économie lunaire. En 2025, des prototypes testent des systèmes issus sur Terre, convertissant le régolithe lunaire en oxygène. Ce soir, en février 2026, vous vous tenez sur la plage de Cocoa Beach. À 4 heures du matin, le vent salé effleure vos cheveux, les haut-parleurs comptent -10. Le ciel s'illumine d'un blanc aveuglant, le tonnerre pénètre la poitrine. Orion trace une traînée de feu de 3 km vers le ciel. Vous criez, des larmes coulent sur votre visage. 53 ans d'attente prennent fin. Le 24 février, Orion amérit dans le Pacifique. Les vagues clapotent doucement contre la capsule, l'équipage du porte-avions allume des feux d'artifice. Vous comprenez, Artemis n'est pas seulement une mission, c'est la promesse de l'humanité à elle-même. Aussi loin que ce soit, nous tendons la main. Le programme Artemis hérite de l'héritage Apollo, met l'accent sur la diversité avec des astronautes femmes et de couleur, et assure que l'exploration spatiale représente toute l'humanité. En novembre 2025, l'équipage d'Artemis 2 a été élargi avec des partenaires internationaux. Les étoiles que le garçon babylonien contemplait il y a 4000 ans. 4000 ans plus tard, un enfant au pôle sud lunaire murmure vers la Terre, la maison est petite et belle. C'est notre histoire. L'histoire de gens ordinaires qui se demandent ce qu'il y a dehors. Quand vous levez les yeux au ciel, se connectent le murmure de Galilée, le cri de Gagarine, l'empreinte d'Armstrong et le prochain pas de Christina. La flamme ne s'éteint jamais. Au-dessus de nous attendent des billions d'étoiles en attente de nous. L'histoire continue. L'empreinte suivante sur la Lune, comment l'appellerez-vous? Dites-le, et je la graverai sur la plaque de titane d'Artemis 3. Puis nous finirons le thé à la cannelle, regarderons la Lune et sourirons. Ce soir, nous avons voyagé avec une histoire de la première observation des étoiles au pôle sud lunaire. Cette histoire rappelle l'esprit éternel de curiosité et d'exploration de l'humanité, plante des rêves dans les générations futures. Elle nous enseigne que, indépendamment des changements d'époque, la dévotion originelle au ciel étoilé persiste et nous pousse à avancer, à explorer le vaste univers. Les sondages actuels de 2025 montrent que plus de 70% des jeunes choisissent des études en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques inspirées par Artemis, soulignant l'impact à long terme.